Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rubrique Entretien sur Vestibule TV. Nous serons aujourd'hui avec deux invités de marque. Il s'agit de monsieur Alexis Kalambri, qui est journaliste Mali Tribune, et monsieur Boubacar Bokoum, qui est analyste politique. Bonjour monsieur Kalambri. Bonjour. Bonjour monsieur Bokoum. Bonjour, monsieur. Voilà, donc aujourd'hui nous parlerons des sanctions de la CEDEAO et la réaction du gouvernement, donc notamment aussi avec les différentes possibilités et les voies et moyens qui peuvent pousser à la réflexion. Donc on va, sans tarder, on va commencer d'abord avec M. Kalambri. M. Kalambri, la CEDEAO a lancé ces sanctions il y a 2 jours de cela. Et est-ce que ces sanctions étaient attendues ou bien elles ont été vraiment dures pour la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Les sanctions étaient attendues en ce sens que tout le monde connaît les chartes de la CEDEAO, on connaît les traités additionnels, on sait tout ce qui est prévu en matière d'irruption des militaires sur la scène politique et de rupture violente du processus démocratique. Donc, c'était attendu. Maintenant, si vous avez vu l'évolution, quand il y a eu la rupture démocratique, la CEDEAO n'a pas sanctionné. Elle est venue pour trouver un terrain d'attente qui a été, qu'il faut mettre un civil ou un militaire à la retraite comme président, un premier ministre civil. On a fait ce schéma qu'on a encore changé après. Et la CEDEAO a également dit qu'il faut un délai raisonnable. Et on est convenu de 18 mois. Donc, pendant ces 18 mois, on s'était engagé à fournir un chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel normal. Et c'est le non-respect de ce chronogramme qui a amené une batterie de sanctions qui a commencé d'abord par, disons, des sanctions ciblées individuelles, puis ce qu'on voit maintenant. En tout état de cause, on peut dire, en penser ce qu'on veut, mais a priori, la CEDEAO était dans son rôle parce que c'est des textes qu'elle est obligée de faire respecter. Et pour n'importe quelle organisation, dès lors qu'on n'a pas de texte, qu'on ne peut pas respecter et faire respecter ces textes, on n'a plus de raison d'être. Donc la CEDEAO même jouait sa survie avec la crise malienne. D'accord. Et M. Bokoum, selon Kalambri, la CEDEAO était vraiment dans son rôle. Donc, des sanctions qui ont été faites, notamment de façon graduelle, et suivant un calendrier qui n'a pas été respecté. Vu de l'intérieur, selon vous, pourquoi le gouvernement malien a attendu la transition, a attendu autant de temps pour se mettre en porte-à-faux avec l'organisation de la CEDEAO, et notamment aussi les autres organisations internationales? Écoutez, il m'est difficile de parler à la place du gouvernement, je ne suis pas le gouvernement, donc c'est difficile de parler à leur place en tant que tel. Mais ce que je peux faire comme lecture, c'est que dans ma compréhension d'abord de la CEDEAO, le logiciel de la CEDEAO, de mon point de vue, est périmé. Parce que le protocole additionnel dont parle M. Kalambri et le protocole de bonne gouvernance sont porté à mal par rapport au printemps arabe déjà, qui a été un mouvement qui a fait bouger les lignes sur beaucoup de choses, sur le protocole de la bonne gouvernance et sur même la façon dont la population aujourd'hui a une certaine latitude à vouloir exercer ses droits en dehors de l'attitude souvent arrogante de nos dirigeants. Donc je pense que les lignes ont bougé. Malheureusement, la CEDEAO n'a pas suivi ce mouvement évolutif. Parce qu'en réalité, quand vous regardez toutes ces institutions, elles sont mises là pour faciliter le mouvement des biens et des personnes à travers cet espace. Et c'est au finish la population qui doit profiter effectivement des dividendes de ces différentes activités. Mais nous avons compris que ce qui est un peu dérangeant dans le cas de la CEDEAO, comme l'a dit Kalambri, ils jouent leur crédibilité, c'est vrai, mais juste que nous sentons deux poids, deux mesures. Parce que si le protocole il est respecté sur toute sa ligne, je me pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut laisser
laisser Alassane Dramane Ouattara avoir un troisième mandat? Comment on a pu, de façon très intelligente, laisser Alpha Condé aller à autre chose? Comment on a fermé les yeux, même si le Tchad ne fait pas partie de l'espace CEDEAO, parce que je comprends que CEDEAO, UMOA, c'est un arrimage avec la France qui a une emprise sur ces différentes institutions. Donc, de ce point de vue, voir toute cette machination, voir le silence de la communauté internationale par rapport au fonctionnement de tous ces systèmes, on se pose des questions. Maintenant, c'est vrai, quelque part, quand vous violez le principe de la CEDEAO... Avant d'aller là-bas, mais est-ce que par rapport au cas, vous avez cité le cas de Alassane Dramane Ouattara, est-ce que le cas de Alassane Dramane Ouattara, comme en tant que président légitime, qui a décidé de modifier la constitution de son État pour pouvoir se conduire encore dans un autre mandat, est-ce que ce n'est pas un cas qui est différent du cas, notamment de notre cas au Mali? Oui, quand on veut faire des petites nuances, le jeu de mots et la subtilité, on peut toujours le faire. Mais ce n'est pas un problème. Mais dans le principe, c'est une rupture, comme l'a dit M. Kalambri, c'est une rupture violente de la Constitution. Que ce soit des militaires ou des civils, le coup d'État, il n'est pas que militaire. C'est une rupture de l'ordre constitutionnel. Et ça s'est fait de façon illégale et illégitime. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans le cadre du protocole de la bonne gouvernance de la CEDEAO, il y a même en amont une série de mesures qui obligent les chefs d'État à s'inscrire dans la bonne gouvernance. Parce que pour que vous parlez de putsch, la plupart des putsch que nous avons en Afrique généralement, c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Quand la demande du citoyen n'est pas à hauteur de souhait et que les dirigeants sont incapables de donner aux citoyens leurs droits fondamentaux, il y a généralement une insurrection. Et le cadre du Mali est un peu particulier quand même. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte parce que le putsch classique, c'est quand des militaires se lèvent pour aller chercher le pouvoir. C'est-à-dire, les protocoles sont mis là pour empêcher cette velléité des militaires à aller à l'exercice du pouvoir et à s'installer de façon durable dans le pouvoir. Donc, chacun a son rôle qui est défini. Maintenant, le cas du Mali, c'était quand même la rue qui a demandé le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, quand il y a eu les tueries, est-ce qu'il fallait laisser l'armée de côté et continuer à tuer parce que celui qui était au pouvoir quand même avait le pouvoir de rétablir l'ordre. Et avec quel instrument? C'est la force publique. Et là, on a commencé à déjà constater des dérives. Donc, nous pouvons effectivement, par rapport à notre cadre interne, voir que c'est dans le cadre d'une mobilisation civilo-militaire. Oui. Les gens ils jettent facilement l'opprobre sur la CEDEAO en voulant, disons, absoudre et excuser nos propres tares et faiblesses. Premièrement, le protocole additionnel de bonne gouvernance de la CEDEAO a certes des limites, mais elle est très claire. On ne peut pas comparer le cas du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée pour deux raisons. Le protocole dit clairement, qu'il y a un délai pour faire des réformes constitutionnelles avant les élections. C'est-à-dire, la dernière année avant une période électorale, on ne peut pas faire de réforme. Deuxièmement, en Guinée, quand il y a eu les troubles et que Alpha Condé voulait réformer, la CEDEAO s'est opposée. La CEDEAO est allée en Guinée, a voulu partir en Guinée pour intervenir. Alpha Condé a chassé la CEDEAO. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait? Puisque Alpha Condé était dépositaire quand même de la souveraineté de la Guinée. L'autre aspect, Mais est-ce que c'est encore un signe de faiblesse de la CEDEAO? Notamment, on revient un peu à un signe de faiblesse de la CEDEAO parce que il faut qu'elle trouve des mécanismes pour obliger les chefs d'État en exercice à respecter des normes. Et ça, puisqu'elle ne parvient pas à le faire, c'est une faiblesse. Est-ce que ce n'est pas ça qui a poussé la gente à pouvoir demander à la CEDEAO? C'est l'excuse qu'il ne faut pas trouver. Je vous donne un exemple. Il y a eu au Sénégal une trouble qui dépassait le cas du Mali. Et l'armée a dit l'armée a dit aux politiques, on vous donne un délai pour trouver une solution. Notre rôle, nous sommes les garants de la stabilité, mais notre rôle n'est pas de diriger. Alors, qu'est-ce qui empêchait l'armée malienne de jouer le même rôle?
le rôle de l'armée, la première règle en démocratie, c'est que le pouvoir militaire est subordonné au pouvoir civil. Oui, mais cette crédibilité... Donc, dire qu'il y a eu des troubles, des trucs, que l'armée est venue, c'est une excuse trop facile. Oui, mais notamment, vous avez donné l'exemple sur le Sénégal. Mais il faut reconnaître quand même que le Mali, c'est un pays quand même qui a connu des coups d'État militaires. Si nous prenons l'époque démocratique, les 30 dernières années, les deux coups d'État qui ont été effectués sont des coups d'État qui ont eu lieu sur des régimes qui ont vraiment montré leurs limites à travers la corruption. Oui, c'est l'excuse, voilà. c'est l'excuse trop facile. Qui permet aussi aux militaires l'armée est un corps bien organisé, bien structuré et bien hiérarchisé. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment inculqué aux militaires, aux officiers, leur rôle en démocratie. Son rôle en tant que garant des institutions est d'obliger chacun à jouer son rôle, pas à jouer le rôle des uns et des autres à leur place. Il faut qu'on en arrive là, que chacun joue son rôle, mais pas parce que beaucoup m'a été défaillant que je prenne sa place. En démocratie, chacun a son rôle. On peut passer la journée sur les faiblesses, les tares et les insuffisants de notre système démocratique. On peut trouver toute la journée des excuses, mais pour moi, le plus important, c'est que il nous faut tirer les leçons de tout ce qui est arrivé, des ruptures violentes. Vous savez, ça a tellement d'impact sur le système économique. Quand il y a rupture violente de la démocratie, vous avez des coopérations qui s'arrêtent, vous avez des portes qui se ferment et vous avez des carrières qui sont bloquées. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où le monde est planétaire, où l'idéologie n'est plus dominante, où c'est le règne de l'économie, il faut juste qu'on trouve sa place, qu'on se mette sur un créneau, mais qu'on s'assume. Monsieur Bokoum, les militaires, apparemment, ils deviennent un impact ou un danger pour la démocratie. Si, quand même, pour la démocratie. Mais si on regarde aussi la démocratie, quand même, telle qu'elle a été proposée dans nos pays. Aujourd'hui, toutes les crises politiques que nous traversons, ce sont des crises surtout au niveau des aspects, au niveau de l'aspect démocratique qui est élaboré. Alors, est-ce que les militaires, ils doivent jouer leur rôle pour la sécurité et en gardant de l'ordre, ou bien les militaires doivent rentrer dans le champ politique pour trouver un autre paradigme et répondre aux lacunes? Non, je pense que ce que M. Calamri a dit, c'est théoriquement ça. Chacun a son rôle. Mais jusque dans les faits, on a une autre réalité. Ce qu'il a dit en finissant ses propos, c'est l'ordre économique mondial. Et c'est là où nous avons beaucoup de difficultés, parce que nous ne sommes pas inscrits dans cet ordre économique. C'est pourquoi, quelque part, je reviens sur une idéologie. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est la politique. Et la politique, c'est l'économie. Alors, tout ce qui se décline aujourd'hui, que nous voulions faire une armée forte, tout ce que vous voulez, mais ça se fait avec les moyens financiers. La globalisation, comme il l'a dit, est un facteur important qu'il faut intégrer. Mais il faudrait bien que chaque nation se batte pour mériter une place de choix sur cet échiquier économique. Aujourd'hui, quand vous regardez les États-Unis qui font la guerre à la Chine, c'est une guerre économique. Aujourd'hui, la guerre économique, le Mali est le théâtre de cette guerre économique. Elle se base sur notre espace. Parce que tout ce que nous avons connu aujourd'hui, l'insécurité, l'instabilité, et même cette démocratie à laquelle nous faisons allusion, est quelque part le substitut en réalité. Mais c'est le déchet économique. Maintenant, si nous pensons à un moment donné qu'il faut redresser notre économie, forcément on est en conflit d'intérêts avec d'autres États. Et ça, c'est de bonnes guerres. Maintenant, est-ce que pour autant nous devons rester en train d'attendre, en train de continuer à être mendiants à travers le monde, ou est-ce que nous devons à un moment donné oser nous battre sur ce plan? Maintenant, le problème de l'armée, je ne le prends pas comme étant juste l'armée de transition. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que nous avions une armée en son temps qui était quand même suffisamment délabrée et déstructurée? Aujourd'hui, la classe politique au Mali, sur le principe du modèle démocratique que nous avons connu, elle aussi, elle est en déliquescence. Donc, nous avons vraiment un sérieux problème de société. Donc, c'est
toute l'architecture qui pose problème. Ce n'est pas seulement la démocratie. L'école, nous avons des problèmes. L'armée, nous avons des problèmes. Les fonctionnaires, nous avons... À tous les niveaux. Donc, le Mali, aujourd'hui, c'est une passoire. En réalité, c'est ça. Donc, on n'a plus rien. Maintenant, si on se dit qu'on n'a plus rien, donc on n'a pas de démocratie, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'école, on n'a pas d'économie, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il s'agit de dire qu'on la redresse. Maintenant, si on veut la redresser, il y a des coups que nous devrions prendre. Il y a des conséquences que nous allons forcément avoir. Aujourd'hui, vouloir changer l'ordre économique mondial est quand même un conflit énorme, peut-être qui dépasse seulement le Mali que nous sommes. Parce que c'est un conflit mondial. Quand vous prenez aujourd'hui le Conseil de sécurité, l'Afrique est où dans ce concept de Conseil de sécurité? On n'a aucune place. On n'a aucun respect pour nous. C'est les décisions de l'Afrique sont traités ailleurs pendant que les Africains nous-mêmes ne sommes pas conviés. Alors pourquoi ça? Parce que le système des Nations Unies lui-même est la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit. C'est un cocktail de dispositions pour ceux qui ont vaincu le monde. Ils se sont partagés le monde et ils continuent à gérer le monde. Maintenant, l'économie est dirigée par qui? C'est encore eux, les grandes puissances. Alors qu'il se trouve que la difficulté que nous avons, c'est vrai, et ils ont le papier, la théorie de l'économie et toute cette machination de la manipulation économique, mais les ressources réellement sont chez nous. C'est ça la difficulté. Le paradoxe, c'est que nous avons beaucoup de ressources naturelles. Nous sommes suffisamment riches, nous avons de l'uranium, nous avons de l'or, nous avons tout ce qu'il faut, qui doivent constituer en fait le socle même de l'économie réelle. Maintenant, si une transition pose des actes qui sont précurseurs, moi, je valide. Je ne vais pas m'opposer aux actes positifs que Assimi pose parce que juste il appartient à une transition qui aujourd'hui est une vilaine chose par rapport au concept démocratique. Non, je parle de mon pays et je parle du paradigme que les difficultés qui font qu'on est à des putsch répétés, que l'architecture institutionnelle pose problème, que l'architecture économique pose problème. Mais on ne peut pas avoir de stabilité si vous n'avez pas une économie forte. L'économie est fondamentale. Aujourd'hui, regardez, quand vous prenez les fonctionnaires maliens, on n'a pas plus de 100 000 fonctionnaires au Mali. Alors, comment vous voulez faire fonctionner 20 millions avec 1 million de kilomètres carrés